الله الرحمن الرحيم. سيداتي السادة الكرام الحضور، تيشرفني باش نرحب بكم اليوم في هذه المائدة المستديرة اللي تعقد حول عنوان الذكاء الاصطناعي مستقبل السينما، اللي تنظيم مع المركز السينمائي المغربي في إطار النسخة الرابعة والعشرين من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة. وتتضمن هذا البرنامج ديال هذه النسخة هذه عروض أفلام سينمائية وثائقية مغربية بالإضافة لمجموعة من الأنشطة الموازية. وفي إطار هذه الأنشطة الموازية تنظم المركز السينمائي المغربي هذه المائدة ديال الذكاء الاصطناعي مستقبل السينما ميلاد فاعل جديد. وهنا غادي نوضع واحد نقطة الاستفهام على ميلاد فاعل جديد، ومعنا اليوم بعض المتخصصين في السينما وفي بشق آخر والذكاء الاصطناعي اللي غادي يعطيونا واحد النظرة وجيزة على هاد الشق هذا ديال الذكاء الاصطناعي. في وقت اللي تيشهد فيه قطاع السينما تحولات عميقة في التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها هذا الذكاء الاصطناعي. قلت لك في وقت تيشهد هذا قطاع السينما تحولات عميقة في التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي اللي تيعاود تشكيل طرق الإنتاج والتوزيع والتفاعل مع الجمهور، وتيفعل حدود الإبداع والابتكار لواحد الآفاق جديدة. هدفنا اليوم هو باش نناقشوا هذه الفرص اللي تيتيحها الذكاء الاصطناعي، غادي نديكورتيكيو شوية ان بو بلوس ونشوفوا هذه الفرص هادو اللي تيتيحها صناعة السينما، وتنشوفوا التحديات اللي غادي تطرحها هذه التكنولوجيا سواء من النواحي التقنيه والاقتصاديه والاخلاقيه. وستتناول النقاش ديالنا تاثير الذكاء الاصطناعي على العمليه الابداعيه من صناعه السيناريو. شفتوا العام اللي فات كيفاش عالم السيناريو كيفاش وقع فيه مشاكل كبيره على الصعيد العالمي، ونوصلوا لتحسين المؤثرات البصريه مع التركيز على الاشكال السرديه الجديده والتجارب انكلوزيف اللي اصبحت ممكنه في ظل هذه التكنولوجيا الجديده. غادي نتفضل انا درت التقديم ديالي شويه بالعربيه، وغادي نطلب منكم بان يكون عندكم واحد سعه صدر، لان باش نعطيو باش تكون الكلمه عربيه وفرنسيه الاخوان باش ياك ما كاين اشكال وعطيونا غير الاوكي ديالكم. شكرا لكم. En tout cas, je vous remercie pour la première. En fait, on va parler de plusieurs axes, mais le premier axe sur lequel je voudrais qu'on travaille, c'est Monsieur Khlissi qui va prendre la parole pour nous parler un peu de l'intelligence artificielle, qui va nous parler un peu de l'impact, un peu de comment, ici vous pouvez un peu vulgariser pour nous l'intelligence artificielle, sans pour autant trop. Je pense que tout le monde y est pour l'instant. Et je vous demanderai aussi de vous présenter brièvement et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, c'est moi. Salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je suis présent ici, je suis entrepreneur dans le domaine digital depuis une vingtaine d'années. Je suis également consultant international auprès de plusieurs organismes en matière d'intelligence artificielle et de transformation digitale, notamment avec la Banque mondiale, la BERD et d'autres organismes de coopération internationale. Je suis également cofondateur d'une entreprise qui s'appelle AI Crafters, qui opère depuis 2 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle
avec une structure au Maroc, mais aussi à Dubaï et en France. Et on accompagne en fait des clients dans toute la région sur en fait d'abord la culturation autour de l'intelligence artificielle, mais aussi sur la mise en place de stratégies autour de l'IA avec des use cases concrets. Alors, pour répondre à la question à moi, donc, je pense que c'est important de le dire, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un domaine qui est récent. Ça existe depuis plus de 70 ans. Le terme intelligence artificielle, BEDA, c'est 1966. La première fois où le terme a été théorisé dans le cadre d'un atelier qui s'appelle l'atelier de Dartmouth par un des pionniers du domaine qui s'appelle John McCarthy, et c'est lui qui a utilisé la première fois le kalima de l'intelligence artificielle. En 1956, date aussi l'indépendance du Maroc. C'est peut-être aussi un signe de l'histoire. Alors, qu'est-ce que veut dire l'intelligence artificielle? C'est tous les dispositifs informatiques, donc les logiciels ou les développements informatiques qui vont essayer d'imiter donc les bien sûr, il y a deux approches qui ont existé depuis le début de l'invention de ces technologies, qui est une approche rationnelle, c'est-à-dire que quand on est intelligent, d'abord on raisonne, et donc les premières tentatives d'implémentation de l'intelligence artificielle ont été basées sur de la logique, de l'algorithmique et des mathématiques. Alors, par exemple, je veux diagnostiquer une maladie, je vais d'abord tester est-ce que le malade a le symptôme 1, et s'il a le symptôme 1, je vais tester le symptôme 2, et s'il a le symptôme 2, alors la maladie, c'est la maladie 1. Donc on a une sorte d'arbre de décision, et donc en fait, on va implémenter ça de manière rationnelle. La deuxième approche, qui a commencé depuis les années 50, mais qui a été, on va dire, généralisée à partir de la fin des années 90, c'est une approche qui est basée sur une autre logique. Donc, il y a des chercheurs qui ont dit l'être humain, quand on conduit une voiture, on n'est pas en train de réfléchir de manière rationnelle à ce qu'on va faire comme action. On commence, sur la base de l'expérience, à développer des réflexes. Et donc, d'où la nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est basée sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou le machine learning. Et donc ça, c'est la deuxième famille qui a fait naître aujourd'hui toutes les technologies qu'on voit depuis pratiquement 10 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est principalement basé sur ces techniques, c'est-à-dire au fond, ça ne réfléchit pas, mais c'est alimenté par énormément d'expériences, et à partir de ces expériences, cette intelligence commence à développer une sorte d'intuition. Encore une fois, ce n'est pas de l'intuition humaine, c'est des statistiques, c'est des calculs mathématiques assez avancés qui vont permettre justement soit de détecter, donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle discriminatoire, ou de générer, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et c'est aujourd'hui ce qui est au devant de la scène depuis 2 ans. Donc, précis, باش ندخلوا directement dans le sujet. Donc, comment l'intelligence artificielle redéfinit-elle le processus de création dans le cinéma? En l'occurrence, pour l'écriture des scénarios. Bon, commençons par l'écriture des scénarios, puisqu'on sait très bien que ça a posé, ou ça posera toujours des problèmes réels. Alors, c'est très bien que tu as commencé par la question des scénarios. La question des scénarios, c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs on a travaillé depuis pratiquement 1 an. Et en fait, il y a 1 an et demi, on avait lancé. Il faut savoir qu'une des startups américaines qui a lancé des solutions de génération de scénarios, c'est une solution qui s'appelle PlotDots. Toute la solution a été développée au Maroc, par des cerveaux marocains, par des ingénieurs marocains. Et cette solution, ça fait partie des 3 solutions qui ont causé les grèves de scénaristes à Hollywood. Alors, comment on fait de la génération de scénarios? Aujourd'hui, on est capable de générer du texte. Si vous avez déjà utilisé des outils comme ChatGPT, on est capable de générer du texte. L'IA est capable de générer du texte. Donc, si on alimente avec tous les scénarios qui ont été écrits dans le passé, elle serait capable, alors pas d'inventer des scénarios innovants, extraordinaires, mais de pouvoir faciliter le processus d'écriture de scénario.
Donc aujourd'hui, la majorité des solutions, ils vont passer étape par étape. Donc vous allez d'abord définir quel est le personnage principal, vous allez définir les personnages secondaires, et donc on va passer par toutes ces étapes jusqu'au moment où on a la capacité de générer peut-être un scénario de plusieurs centaines de pages qui peut être la base, encore une fois, c'est peut-être pas forcément les trucs, ça va pas sortir un truc très innovant, mais ça peut être la base pour un scénariste, pour aller très rapidement, pour produire une touche avec la touche humaine, pour produire quelque chose d'unique. Et pour la création de personnages. Donc, je vais passer sur 3 étapes qui sont importantes, je pense, et où on voit l'impact de cette intelligence, du moins de ces technologies, parce que restons quand même assez vague quand on parle d'intelligence artificielle, on est très ébahi un peu par le mot intelligence et en fait cette composition intelligence et artificielle. Donc cette technologie, est-ce qu'elle arrivera demain à créer des personnages? Elle le fait déjà, puisqu'on devait avoir une invitée avec nous aujourd'hui, mais qu'elle n'a pas pu venir puisqu'elle a créé le premier personnage virtuel sur les réseaux sociaux et qui peut demain exister dans le cinéma. Donc, quid des personnages? Alors, non seulement elle est capable de créer des personnages, mais elle peut créer des personnages quasi réels. Aujourd'hui, on peut créer des images, des vidéos avec des personnages qui n'ont jamais existé. Encore une fois, juste pour peut-être démystifier, l'intelligence artificielle est utilisée dans l'industrie du film depuis plus de 30 ans. Tous les effets, on va dire les effets spéciaux qu'on va utiliser dans les films, une majorité, ils se basent sur des technologies derrière à base d'intelligence artificielle. Les filtres qu'on applique, en fait, une grosse partie de l'opération de montage, etc. de film, elle va se baser, dans beaucoup de cas, sur des logiciels qui vont utiliser derrière une certaine forme d'intelligence artificielle. Maintenant, pour revenir au personnage, aujourd'hui, on a la capacité. Alors, on a fait, il y a à peine 2 semaines, on avait participé au festival du film saoudien à Riyad, et on avait justement formé en fait, une formation qui s'appelle AI Augmented Filmmaker, donc les Sania Eflam, Mouazzazine du Dakar Sanaï, où on a montré étape par étape comment, avec 3 ou 4 outils, on peut faire un film court, complet, avec des outils de l'IA. Donc ça va de la création des personnages jusqu'à le mouvement, donc la création des mouvements et des scènes, la disposition des scènes, et jusqu'à la génération des audios et des dialogues. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut le faire justement avec l'IA. Alors ce que je voulais quand même, juste une petite parenthèse, mais c'est très important. L'accueil qu'on a vu, par exemple, en Arabie Saoudite par rapport à ce type de technologie, était plutôt un accueil positif. C'est-à-dire, contrairement aux États-Unis, où les gens sont très frileux, parce qu'il y a une industrie qui s'est constituée depuis une cinquantaine d'années et qui, aujourd'hui, fait travailler beaucoup de monde, en Arabie Saoudite, au contraire, ils ont dit « allez chez là ». Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver le temps ni les moyens pour pouvoir faire 1, 2, 3, et donc ça va nous aider à produire plus de films et à avoir de l'influence culturelle. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas peut-être cette accélération de la technologie pour créer une industrie. Peut-être c'est là où le parallèle peut-être se fera entre une industrie installée et une industrie qui est en devenir. Moi, je pense que c'est un pari qu'on doit faire filmer. Mais chez le sujet du cinéma, mais si je prends le sujet du cinéma, on a la capacité aujourd'hui de devenir leader. Si on arrive à utiliser les bons outils, ça nous permettra d'accélérer la production, ça nous permettra d'aller très rapidement, ça nous permettra de... En fait, surtout, ça va permettre aux acteurs, aux parties prenantes dans le domaine de se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Au lieu de se concentrer sur la technicité de l'image, ils vont se concentrer sur la créativité des concepts. En parlant de créativité, je vais me tourner vers Céline, qui va se présenter d'abord, mais je vais poser une question toute simple, c'est-à-dire dans la production, je dirais cinématographique, on sait très bien qu'il y a tellement de métiers. Est-ce que ces métiers et cette intelligence artificielle viendra peut-être remplacer ou pas l'intuition du scénariste, l'intuition du réalisateur, l'intuition du monteur? Pourquoi pas? Puisque, pardon,
Et voilà. Merci, c'est Anwar. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je suis un vieux routier de l'audiovisuel marocain, mais avec beaucoup de liens avec le secteur cinématographique. J'ai fait mes études aussi d'ingénieur ici au Maroc, à l'école Mohammedia, puis des études supérieures de production cinématographique et audiovisuelle aux États-Unis. J'ai eu beaucoup à traiter les dilemmes technologiques, création. Et puis, j'espère pouvoir vous donner une perspective pratique et aussi avec une vision possible pour le Maroc, Inch'Allah, pour bénéficier de ces révolutions en cours pour pouvoir aller vers une meilleure qualité de production, une meilleure manière de raconter des histoires, une manière plus économe, puisque nous souffrons tous de problèmes quand il s'agit de budgétiser la production de films. Alors là, nous avons vraiment des marges de progrès très très importantes qu'on pourrait saisir si nous savons prendre le train en même temps. Il y a quelques mots qui ont été dits ici et là, c'est créativité, intuition, technicité. Alors, l'intelligence artificielle, je vais vous poser une question. Si elle est capable de structurer l'écriture d'un scénario, les 3 actes que vous avez l'habitude de faire quand vous écrivez, qui a la capacité de prédire la tension narrative sur le déroulé du film, qui a la capacité de créer des personnages avec des arcs du début à la fin. Donc toutes ces techniques qui font qu'un film, à la limite quand vous regardez un film produit par les grands studios, vous n'avez même pas besoin de regarder l'heure, à des moments particuliers de l'histoire, vous savez combien de temps est passé sur les 1h90. C'est énorme. L'intelligence artificielle est capable de comprendre ça et de le reproduire. Très bien. Elle est capable, au moment même où on est en train de faire la partie de pré-production, à vous faire toutes les fonctions et les tâches difficiles de dépouillage, de planification de la production, c'est en optimisant tout ça, en vous permettant vraiment de tourner les choses comme vous le voulez, tel que vous le voulez. Pendant le tournage, elle est capable de vous permettre d'avoir des décors virtuels aujourd'hui réalistes, surtout en couplant l'intelligence artificielle avec la capacité puissante qui est développée aujourd'hui par les moteurs de e-learning, qui vous permettent véritablement d'avoir une simulation de l'environnement réaliste, très réaliste, voire même création d'avatars d'acteurs, et surtout permettre au réalisateur de voir en temps réel ce que donne sur son moniteur la scène avec le décor virtuel qui est créé en temps réel par l'intelligence artificielle. Donc on n'attend pas de devoir après, comment on développe et on revient pour voir. Donc, ça se fait en temps réel aujourd'hui. Ensuite, elle est capable d'aider le monteur à mieux respecter la tension narrative dans ses montages avec les bonnes transitions, Ensuite, elle est capable d'aider le producteur à prédire à 86% d'exactitude le box-office du film par rapport aux différents publics auxquels s'adresserait ce film. Ensuite, elle est capable d'aider les équipes marketing de sélectionner les meilleures scènes ou pour faire des teasers, pour faire des bandes annonces, ou pour sélectionner les behind the scenes qui vont permettre de mieux parler du film et de capter certains types d'audience, c'est-à-dire plusieurs types de teasers, plusieurs types de bandes annonces, plusieurs types de contenus confidentiels de behind the scenes en fonction de la population à laquelle il s'adresse, surtout quand on produit avec une vision internationale. Ce qui va marcher le Nord-Afrique, la région MENA n'est pas nécessairement ce qui va marcher en Europe, n'est pas nécessairement ce qui va marcher aux États-Unis. Une seconde avant de la crise. Là, c'est très important parce que on touche là des choses et là on se pose la question, alors à quoi sert l'humain? Eh bien, l'humain a aujourd'hui un terrain de jeu très large avec l'intelligence artificielle. Mais encore faut-il qu'il y ait des joueurs. Encore faut-il que la créativité humaine se manifeste. Et donc l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'humain sur cette partie-là où on raconte une histoire, où on brise les règles pour pouvoir raconter une histoire qui accroche. Parce que l'intelligence artificielle, comme je disais ici, ne fait que reproduire ce qu'elle a appris
statistiquement ce qu'elle a appris par rapport à des expériences, mais elle n'a pas de conscience. Parce qu'elle n'a pas de conscience, elle ne peut pas briser certaines règles et avoir une forme d'intuition. Elle n'a que des raisonnements qui arrivent avec des probabilités à un résultat donné. C'est nos faits. Là, sur la production, d'abord, on ne va pas parler d'éthique tout de suite, puisqu'il y a des règles, on ne va pas parler sur un autre tour, on va parler d'éthique. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne parlerait pas d'automatisation plus que d'intelligence artificielle? Est-ce que là, l'industrie cinématographique, au fait, il y a eu une étude qui a été faite par le Centre national du cinéma et de l'image français, qui dit que 50% des industriels, aujourd'hui, des industriels du cinéma, utilisent l'intelligence artificielle. C'est acté. Donc, maintenant, la question, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, de la production, comme on l'aurait fait à l'ère de l'industrialisation au siècle dernier, où on parlait plus d'automatisation, d'aller vite pour produire plus? C'est un aspect. La notion d'automatisation est un avantage que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'elle peut, au-delà d'une automatisation, d'une tâche que vous avez programmée vous-même, vous aider à vous rappeler de ce que vous avez oublié, même ce que vous ne lui avez pas dit, mais sur l'expérience qu'elle a, sur l'apprentissage que vous lui avez permis, elle vous accompagne. C'est un super bon stagiaire, Alexander, qui fait une conchite ou électrique, si tu ne l'orientes pas correctement, il peut t'emmener n'importe où. Pardon, vous tutoyez. Donc, sur quoi je voulais insister, c'est que cet aspect-là de l'automatisation, vous comprenez bien, vous qui faites des films, et qui luttez contre le temps quand vous avez une période de production, ou une journée coûte beaucoup, en prod et en post-production. Lorsque, aujourd'hui, nous avons la capacité d'accélérer des choses, d'automatiser des choses, de gagner du temps et de la compétence, parce que ça vous challenge sur vos propres compétences même. Tout ce qui est déjà connu est déjà connu. Donc, allez, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau par rapport à ça, par rapport à cette histoire que vous racontez, par rapport à cette tension que vous voulez créer, par rapport à ce message que vous voulez passer, par rapport à ce dilemme moral que l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre, par rapport à ce genre de choses. Et aujourd'hui, au Maroc, je pense que nous avons une formidable fenêtre à saisir pour permettre d'avoir des standards très élevés en termes de produits finis, avec des moyens beaucoup plus réduits que ce dont on aurait eu besoin il y a longtemps pour imaginer ce genre de production, et pouvoir se concentrer essentiellement sur ce qui nous différencie des autres, sur ce qui fait que nos histoires à nous, qui peuvent avoir une forme qui peuvent inspirer ailleurs, parce qu'il y a une notion universelle à nos histoires de notre culture qui pourrait être mieux portée aujourd'hui, plus vite, beaucoup moins cher, avec une qualité largement supérieure. De moins cher, je voulais poser la question surtout sur la réduction des coûts, parce que ça c'est important. Quand on parle, hier en arrivant à Tanger, on a parlé de production à moindre coût. Qu'est-ce que ça peut nous engendrer comme on passera de 100 à 50 ou 100 à 20? Écoutez, je pense que chacun ici a déjà vu le budget de son film, et il a vu les postes qu'il fait sauter, et il a vu où c'est qu'on peut gagner du temps et de l'argent. La réduction des coûts, aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'on peut arriver jusqu'à 80% de réduction des coûts, mais on parle du below the line. Above the line, ça c'est humain, et justement. L'amélioration de la qualité, parce que là, l'équilibre doit tout. La qualité, il n'y a pas de compromis sur la qualité sur cette question-là. Il n'y a qu'une qualité meilleure, c'est certain. Et le coût baissera. Et baissera, je vous disais, les études montrent qu'on peut arriver jusqu'à des réductions de coûts de 80%. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de dire 80% ou 50% de réduction de coûts. Tout dépend de ce que coûte l'intelligence humaine qui est le above the line. L'accompagnement avec le below the line reste quelque chose aujourd'hui de très, très élevé. Merci, Sinofène. On va passer sur un autre volet pour revenir un peu
Chanel, merci beaucoup d'être avec nous. Le cinéma, c'est pas seulement la production, c'est la distribution, et souvent, et c'est l'exploitation dans les salles. Parce que souvent, on produit notre film, et je suis désolé, vous êtes des professionnels, mais je m'en aperçois de plus en plus, puisque j'interviens aussi dans une partie de cette chaîne, et on s'aperçoit qu'une fois le film est prêt, c'est qu'on n'a pas pensé à l'après. La vie du film, elle commence une fois qu'on l'a fini. Qu'est-ce que, en termes d'exploitation, distribution, qu'est-ce que peut amener déjà quels sont les enjeux qu'il y a, comment on peut, avec les enjeux qu'on a et les défis qu'il y a toujours sur la distribution et l'exploitation des films, à l'intérieur, en fait, tout à l'heure, on a parlé, il a parlé aussi du marketing, d'autres choses, de communication. Quels sont les enjeux que peut amener l'intelligence artificielle pour augmenter un peu cette performance, je dirais, en salle, cette performance vis-à-vis d'un public. Déjà, bon, merci à moi pour cette invitation. Je suis Jamal Yaoui, je suis directeur communication du groupe Mégarama au Maroc. Ça fait presque 20 ans que j'exerce ce métier en tant qu'exploitant et distributeur. Il faut savoir déjà que le lien entre l'exploitant et le distributeur sont très étroits et sont liés dans toute la vie du film dans une salle de cinéma ou dans des salles de cinéma. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut amener à ce lien? Il y a déjà une approche communication et marketing. Je commence par ça parce qu'on commence par le rôle du distributeur. On sait tous qu'un distributeur, son rôle est de programmer le film dans un maximum de salles. Et pour que le film fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie stratégie de communication. Cette stratégie de communication et marketing, comment va intervenir l'intelligence artificielle? Déjà, elle va faire une sorte d'analyse prédictive. Cette analyse, c'est-à-dire qu'à la sortie du film, elle va, par exemple, elle va chercher les films qui sont leaders, qui sont au box-office, qui sont dans le même, à la même période, sur le même segment, voilà. Donc cette analyse prédictive, l'intelligence artificielle pourra aider le distributeur pour la programmation de son film dans le cinéma. Il y aura une sorte aussi de tout ce qui est approche au niveau des réseaux sociaux, développer ce que disait Naufel tout à l'heure, des bandes annonces ciblées, des teasers ciblés. Il y a aussi tout ce qui est à peu près tout ce qui est profilage qu'on retrouve aujourd'hui dans le système des chaînes de streaming, comme le profilage, trouver le spectateur qui correspond parfaitement au genre de film. Ça, c'est pour le rôle à peu près du distributeur. Pour l'exploitant, l'intelligence artificielle va intervenir en termes de programmation. Cette programmation, elle aussi, le programmateur va essayer de trouver les créneaux horaires qui correspondent parfaitement au genre du film, avec tout un historique qu'il a eu, lui, dans ses entrées, dans ses salles ou son multiplex cinématographique. En exploitation aussi, l'intelligence artificielle peut entrer dans la gestion du cinéma. Carrément. Oui, c'est-à-dire déjà la gestion en termes de ressources humaines, la gestion en termes de technique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez tous, en tant que professionnel, le son d'une salle dépend de son remplissage. En termes par exemple, de climatisation ou de chauffage dans une salle, elle va rentrer aussi dans l'intelligence artificielle, je crois que... Tu me ramènes à une question, tu me ramènes à une question qui est très importante.
que l'intelligence artificielle peut l'aider. Est-ce que ça se fait? Pardon. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? C'est-à-dire, ici au Maroc, est-ce que ça se fait qu'on utilise des outils et de la technologie avec de la data pour faire passer ou promouvoir un film? Aujourd'hui, Non, question piège. Non, c'est pas une On question s'arrêtera piège. là et on passera à une autre question. Non, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, alors pour la promotion d'un film, il y a, même en termes de programmation, il n'y a pas d'études. Je vais en fâcher beaucoup d'autres, la programmation se fait par rapport à un délai fixé pour des questions pécuniaires. C'était la deuxième question et on va arrêter à ce niveau-là pour faire un autre tour. Vous avez parlé de programmeurs de films à l'intérieur des salles. Est-ce que demain on peut voir, parce que je ne sais pas si tout le monde est conscient du rôle crucial dans la réussite d'un film, c'est cette programmation à l'intérieur des salles. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est des multiplexes et que c'est des horaires très diversifiés, c'est l'affluence, c'est-à-dire qu'il suffit que le film ne soit pas programmé dans la bonne salle et au bon horaire, il peut ne pas réussir. Ça aura une incidence, peut pas réussir, pas à ce point, mais ça aura une incidence sur le volume de personnes qui viennent. Est-ce qu'on pourra voir demain un programmateur moitié humain, moitié intelligence sur les salles marocaines, je ne parlerai pas des autres salles ici au Maroc, pour pouvoir trouver plus de public pour les films marocains? Oui, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'exploitant distributeur, on ne connaît pas la réussite ou le succès d'un film. C'est-à-dire, il y a un travail de promotion, il y a un travail de communication, mais un film peut être programmé dans une salle où il y a une influence importante du public et ça a un impact direct sur la gestion globale du multiplex. Donc, j'espère, en tout cas pour nous, les exploitants, l'intelligence artificielle va accompagner le programmateur ou même l'opérateur qui n'existe plus. On fait un appel tout de suite pour un investissement dans les nouvelles technologies. Ici, il faut peut-être tout de suite dire comment cette intelligence, cette technologie peut aider à la promotion du film. En fait, ce qu'il faut aussi, c'est très important par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, la technologie n'a jamais été aussi abordable par rapport au passé. Il y en a encore une fois des technologies. Il y a des choses, comme j'ai dit, elles existent dans l'industrie depuis 30 ans. Donc, si je prends le cas des salles, pour vous donner un exemple très concret, au Maroc, on a aujourd'hui des salles de formation qui sont équipées de caméras standards et qui vont analyser en temps réel, donc à travers, encore une fois, des outils qui existent. On ne va pas inventer des outils, c'est des outils qui existent, qui ne sont pas chers, du ChatGPT, ça fait du Copilot, etc., qui vont analyser en temps réel le niveau de focus des gens qui sont au niveau de la salle et qui permettent aux formateurs d'adapter son discours en fonction de ce niveau. Donc on peut mesurer en temps réel, par exemple dans cette salle, on peut mesurer, donc l'intelligence c'est aujourd'hui à moindre coût. Quand j'ai à moindre coût, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun investissement initial, on exploite des modèles qui existent aujourd'hui, et c'est des modèles dont certains sont open source, c'est-à-dire gratuits, qu'on peut utiliser au Maroc, et il peut prendre des photos à intervalles réguliers de toute la salle, et il peut détecter que, par exemple, en temps réel, il peut détecter qu'au total, il y a 50 personnes qui sont présentes. Sur les 50 personnes qui sont présentes, il y a un niveau de focus qui est de l'ordre de 9 sur 10, parce que la majorité sont en train de regarder dans la scène. Et par contre, il y a 4 personnes ou 5 personnes qui sont en train de regarder leur téléphone. Donc c'est à ce niveau de détail qu'on est capable d'avoir, en tout cas dans une salle de formation, on peut envisager, pourquoi pas, encore une fois, bien sûr, ça peut poser d'autres considérations relatives justement à l'éthique et à d'autres états, mais on peut envisager dans des salles de cinéma qu'on puisse capter le niveau d'attention en fonction même du déroulé du film. C'est-à-dire on peut en temps réel, et quand je dis on peut, le seul coût d'investissement, c'est la caméra. Le reste, c'est aujourd'hui des modèles qui existent, qu'on peut utiliser. Certains sont gratuits, d'autres
sont payants, mais avec des montants qui sont on va dire à l'analyse. Donc il suffit de le vouloir. Pardon ? Il suffit de le vouloir. Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment important, et j'aimerais نأكد على هذه النقطة لأن dans l'histoire ديالنا on a perdu beaucoup de virages parce que on pensait que ça allait. Alors, نعاود نراكونتي واحد l'histoire que je raconte souvent, il y a l'invention de l'imprimerie. نهار اللي الطباعة inventات en Allemagne au XVe siècle. L'empire dominant de l'autre, c'était l'Impératrice العثمانية. Et c'était un moment de concurrence ديال الإمبراطورية العثمانية. C'était في الوقت ديال السلطان سليم الأول. وسليم الأول كان هو اللي بدأ الغزوات في أوروبا etc. Alors سليم الأول قرر لأسباب متعددة وغنذكرها، قرر أنه يمنع الطباعة في كل الإمبراطورية العثمانية. Alors الأسباب علاش؟ كانت ثلاثة أسباب. أولاً كانوا 80,000 خطاط كيديروا الكتابة بالخط ديال الكتب. ونفس الاشكال اللي كنطرحوا دابا، شنو غنديروا لهاد 80,000 الناس؟ فاش غيخدموا؟ السبب الثاني هو ان الخط العربي كان كيتعتبر بانه جزء من الثقافه، وانه عنده واحد الجماليه ما بغيناش نسخوه على طبيعه اعتبرت بانها جايه من الغرب. والسبب الثالث هو ان للاسف كان واحد بعض رجال الدين اللي قال لك تخوفوا من انه يكون انتشار ديال نصوص دينيه محرفه. لهاد ثلاثه الاسباب تم منع الطباعه في الامبراطوريه العثمانيه لمده قرون، وما تأوتوريزات حتى نهايه القرن الثامن عشر. اولا للاسر المسيحيه، وهادشي علاش الطباعه بدات في لبنان اولا وفي مصر. دور الطباعه الاولى اللي كانوا في العالم العربي كانوا في لبنان وفي مصر، وعاد من بعد المسلمين. أغلبية المؤرخين دابا كيقول لك هذا هو كان السبب الأساسي ديال اندحار الإمبراطورية العثمانية، لأن في الوقت اللي كان العلم ينتشر بسرعة كبيرة في أوروبا، كان بالمقابل هذاك الليميت ديال الخط والكتابة اللي كانت كتطرح في العالم العربي الإسلامي. أنا كنظن بأن ما خصناش نديروا نفس الغلط دابا. هذه فرصة تاريخية كيف قال سي نوفل وسي جمال، فرصة تاريخية. إلا زعمنا، إلا درنا ليفور، إلا درنا كيف كنقولوا النية فيا، يمكن تكون هذه فرصة للمغرب وللاندستري سينماتوغرافي في المغرب، وماشي للاندستري سينماتوغرافي، بزاف ديال الاندستري انهم يحققوا واحد كيتسمى فرق او يسوق الغنوي في هذه الفترة باش نمشيو للمصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات. لأن كيف قلت هذا الشيء راه كان موجود، غير هو باش تكون عندك لي مويان ديال بيكسار اللي كانت كتانفيستي دي مليار في لاغوش ديفلوبمون باش دير لي زيفي سبيسيو، ما كايناش في المغرب. دابا اي واحد يقدر يدير دي فين، يقدر يدير دي زيفي سبيسيو تري افونسي، يقدر يخدم على هذا الجانب اللي قلنا ديال الماركتينغ، ديال نعرفوا شنو هما لي شوز اللي الناس كيعجبوهم ونخدموا عليهم، بحيث ان تكون عندنا قدره ان تكون عندنا اندستري سينماتوغرافي اللي ماشي فقط خصها تكون في المغرب مؤثره في المغرب، ولكن تنتشر على مستوى عالمي وعلى الاقل على مستوى المنطقه. شكرا. Quel est votre point de vue sur ce qui a été dit déjà en termes de promotion et d'intégration, et surtout ma question va être sur l'intégration de l'intelligence artificielle, de la technologie d'intelligence artificielle dans la production et dans l'industrie cinématographique. Alors, par rapport à ce qui a été dit jusque-là, tout à l'heure, si je vais parler de programmation des films dans les salles, il faut aussi savoir que cet aspect de programmation qui se fait normalement à moyen et long terme, on n'est pas sur la programmation uniquement pour l'exploitation, mais sur une programmation sur l'année. Ça nécessite que le marché soit efficient. Quand vous voyez quelques marchés nord-américains ou européens, les grands studios, ils ont déjà réservé des dates de sortie par rapport à des périodes, par rapport à des types de films, et les gens ont un agenda pour placer leur sortie sur toute l'année, des fois sur 2 ou 3 ans, ce qui permet aux exploitants d'avoir une visibilité très claire pour pouvoir mieux programmer les choses, et donc à l'intelligence artificielle, si elle doit être appliquée à ça, d'être beaucoup plus performante. Elle finira nécessairement par s'adapter au contexte marocain, sauf que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui permet de réduire les délais de façon drastique, permettrait aux producteurs de mieux maîtriser
leur calendrier de production et de pouvoir prédire et prévoir de manière plus, avec une certaine certitude que ça pourrait sortir à une date donnée. Donc là, aider, chauffe même comment on maîtrise la production jusqu'à pouvoir mieux exploiter l'équipement sale grâce à la présence de l'intelligence artificielle. الحاجة الثانية هو quand c'est ici parler des grands studios et de leurs grands moyens qui sont aujourd'hui accessibles aux productions indépendantes au sens marocain du terme, mais je suis pas américain. Oui, مثلا pour Pixar, il a parlé de Pixar, Pixar et Disney ont utilisé l'intelligence artificielle, l'animation qui est sortie en 2023, Elemental, pour animer leur personnage, la petite flamme là. Ils ont communiqué sur comment la production et la post-production s'est passée. Ben, vous imaginez que l'intelligence artificielle leur permettait de créer un environnement pour animer le personnage et le faire évoluer dans un environnement donné, avec une capacité qui a fait que le rendu est passé de 5 minutes par frame à 1 seconde par frame. Vous imaginez ce que c'est dans un projet pareil? Alors ça, ce n'est plus aujourd'hui une sorte de monopole des grands studios. C'est à la disposition des producteurs, mais à condition que, si on parle du Maroc, que nous ayons cette conscience collective maintenant, comprendre qu'il y a là un vrai virage à prendre. Et faire que de la décision à l'application de la décision aux personnes qui sont vous, qui fonctionnez dans cet environnement-là, soyons d'accord que c'est le moment de tous nous serrer les coudes pour pouvoir installer ça dans ce pays et pouvoir en bénéficier tous ensemble en même temps. C'est très très important, ça nous permet de gagner en qualité de façon mais vraiment inespérée et réduire les coûts de façon, enfin, à la limite à ce moment-là, nos budgets suffiraient pour faire les films qu'on souhaiterait faire. Et donc, c'est un moment historique pour le cinéma, pour beaucoup de domaines, bien entendu, mais puisque nous parlons aujourd'hui du cinéma, c'est un moment historique à saisir, parce que malheureusement, nous sommes en concurrence avec l'environnement international, et si nous ne saisissons pas cette chance tout de suite, nous risquons de perdre beaucoup de place. Non, en parlant, merci de tendre la perche sur l'international, et je voudrais poser une question, je ne sais pas qui peut me répondre par rapport à ça, mais aujourd'hui, on sait très bien que le Maroc veut, je dirais, attirer les productions internationales pour qu'elles se fassent ici. On sait très bien que cette industrie, bien sûr, fait travailler de l'humain, mais il y a un élément qui est très important et que je trouve personnellement intéressant à investir, c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, le Maroc a investi dans des écoles d'intelligence artificielle, dans des universités. Est-ce que, ma question va être formulée à partir du fait qu'aujourd'hui on a une industrie, en fait pas une industrie, mais plutôt une économie, pas une économie, mais l'enseignement va donner des gens spécialisés dans l'intelligence artificielle. On a déjà ici, je pense, deux universités sur l'intelligence artificielle à Bimlel et à Berkane. Ça d'un côté, parce que je fais le parallèle aussi avec le gaming, parce que vous savez très bien que le gaming est une manne, je dirais, technologique pour l'industrie cinématographique, pour en faire, je dirais, de l'animé ou autre. Ma question est, avec ces deux composantes, est-ce qu'on ne peut pas demain se dire qu'on va devoir investir dans la post-production internationale, c'est-à-dire que c'est un positionnement qu'on peut avoir demain pour... je peux donner la question et la réponse, hein, si vous voulez, ça ne me dérangerait pas.
la question est, est-ce que c'est pas un élément qu'on devrait peut-être investir? Moi, si je me permets, je réponds pour le film marocain, par exemple, l'intelligence. Aujourd'hui, le film marocain a un peu de mal à s'exporter à l'international, parce que je vais revenir. Et là où peut intervenir l'intelligence artificielle, par exemple, c'est sur le doublage. Pour le doublage ou le sous-titrage, ou par exemple, même en termes locaux, dans les multiplex, ce qu'on appelle aussi l'audio-description pour les gens, pour un peu les handicapés, les malentendants. Donc, voilà, c'est très important que l'intelligence artificielle puisse intervenir, parce qu'elle intervient déjà, ça commence déjà sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour répondre à ta question, à moi, sur la post-production, effectivement, avec ces nouvelles universités, ces nouvelles écoles, oui, ces jeunes diplômés pourront aujourd'hui investir et entrer dans ce domaine du cinéma qui est la post-production. Mais je vais revenir à ce qu'il disait Simon aussi. C'est juste des algorithmes, des calculs mathématiques. Après, c'est l'utilisation, la personne qui va l'utiliser, où est-ce qu'il veut en arriver en finalité. Parce que, comme tu le sais, l'intelligence artificielle intervient dans tous les domaines des secteurs d'activité. Ça peut être la médecine, le cinéma. Donc, voilà. Merci. Ici, je sais que tu vas intervenir sur ce point, mais je vais te rajouter une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un workshop que vous avez fait dans un pays ami et frère sur l'intégration de technologies dans le monde cinématographique. Moi, je veux aller un peu plus loin pour l'audience, pour que vous nous disiez quels sont les applicatifs réels, je dirais, pour donner de bonnes pratiques sur l'industrie cinématographique. Merci. Alors peut-être juste pour le point de vue d'avant, par rapport à l'international, je pense qu'encore une fois c'est une chance. C'est une chance. Aujourd'hui, on a des personnes bien formées, on commence à avoir des personnes bien formées sur le sujet de l'intelligence artificielle. On a depuis déjà quelques années doublé les effectifs sur le sujet dans la majorité des grandes universités et écoles, et on a créé des écoles effectivement spécialisées en intelligence artificielle. Donc maintenant, c'est des jeunes ingénieurs qui doivent aussi être accompagnés par des professionnels de différents domaines pour pouvoir créer des solutions. Encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de la solution, par exemple, de création de scénario. On a aujourd'hui des Marocains qui sont en train de créer des solutions pour des startups américaines. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vendre, c'est la matière première brute. Que ce soit en post-production ou des solutions dans la production elle-même, dans le montage, etc. Pour des gens, et la valeur elle est capturée ailleurs. Donc ça c'est dommage, et c'est là où justement il faut qu'on investisse. Et ça demande en fait un travail où les acteurs, les principaux acteurs de cette industrie, avec les écoles et les universités, avec l'État, avec peut-être le soutien aussi du centre cinématographique marocain, puissent travailler sur ça. Pour donner l'exemple, tu as parlé de Saoudia. Saoudia, on travaille avec la commission du film saoudien, qui, elle, aujourd'hui, alors, au moment, ils sont conscients de la problématique, parce que, dernièrement, ils ont eu le film Good Life qui a énormément mis à la réputation du pays. Et donc, ils sont conscients aujourd'hui que la question de l'industrie, des industries créatives et culturelles est fondamentale pour l'impact, l'influence culturelle. Et d'ailleurs, ça peut porter, on a vu comment le foot a porté l'image du Maroc pendant 2 ans et continue à la porter aujourd'hui à l'échelle internationale. De la même façon, les industries créatives peuvent porter l'image du pays à tous les niveaux. Donc le fait d'investir sur ça, c'est pas juste une question de renforcer l'industrie, c'est une vraie décision de soft power et de souveraineté, mais aussi de champ d'influence. Le Maroc a une influence économique pour l'Afrique, on doit commencer à avoir une influence culturelle. On a vu comment les Turcs, les Japonais, etc., ils utilisent la culture pour renforcer des secteurs économiques, pour renforcer le tourisme, etc. Donc c'est important de... Alors maintenant, par rapport à des choses très pratiques,
Dans les ateliers qu'on a organisés, ça va du scénario dont on a parlé, donc la création de scénario. Encore une fois, ça paraît simple, mais c'est fondamental, parce que non seulement on est capable de créer des scénarios, mais on est capable de créer des scénarios qui correspondent aux films qui ont le plus réussi. On peut créer des scénarios selon les thématiques avec les meilleurs standards en termes d'écriture cinématographique à l'international. Alors, pour la production de films, en fait, on peut créer un film de bout en bout. Il y a des outils Pika.ai, King.ai qui permettent de créer un film complet. D'ailleurs, OpenAI va lancer, elle a lancé depuis quelques temps pour les spécialistes de l'industrie, une solution qui s'appelle Sora, qui permet de créer des courts-métrages complets à partir d'un simple prompt d'une page. Bien sûr, il y a tout un travail derrière à améliorer, à revoir certaines scènes, à peut-être améliorer certains scripts, etc. Mais c'est important de comprendre que même avec l'amélioration, elle va se faire en langage naturel. C'est-à-dire, machine à l'expertise technique dans le montage, mais je vais pouvoir le faire de manière naturelle. Et ça va ouvrir un autre élément fondamental aussi, c'est que on va peut-être commencer à avoir dans tous les secteurs créatifs de nouveaux entrants, des jeunes qui maîtrisent la technologie, qui ont de très bonnes idées et qui vont commencer à peut-être rapidement pouvoir produire des choses et participer à justement la production culturelle. Ça c'est fondamental parce que en fait on avait toujours des freins aussi bien financiers que des freins techniques, opérationnels, et aujourd'hui ça va plus s'ouvrir, ça va permettre d'ouvrir donc le champ. Donc j'ai donné les exemples, Sora est un très très bon exemple. Il y a des outils aussi chinois et des outils en open source qui permettent aujourd'hui de faire en fait toutes les étapes de la production, entre autres pour les courts-métrages. Après, encore une fois, on peut aller encore plus loin sur les aspects sens. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus de clips de musique qui sont générés complètement par de l'IA. Même la musique, les paroles, les personnages, etc. Et peut-être l'année prochaine, dans ce festival de films, on va avoir peut-être un film dans peut-être une des compétitions qui va être un film créé par l'IA. Pourquoi pas? Mais je pense que dès qu'on aura beaucoup plus de calculateurs et de puissance de calcul, qu'on passera au long métrage. Parce qu'aujourd'hui, je dirais même en termes de capacité, cette intelligence a besoin de ressources de calcul, et ces ressources de calcul ne peuvent pas lui permettre aujourd'hui de partir, de créer de grandes, de longs métrages, mais plutôt de petites et de courtes séquences. Avant de donner la parole au public, je vais vous poser une petite question, je dirais pour finir ce débat. C'est quels sont les défis éthiques et artistiques posés par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde du cinéma, en termes de droits d'auteur, en termes d'utilisation d'images, en termes je dirais, les défis et les problématiques sont, je ne dirais pas seulement multiples, ils sont colossaux à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous... moi, je vais parler un peu quand même de notre commission parlementaire sur l'intelligence artificielle et qui, elle, a plus cet aspect-là pour définir, ou plutôt se poser la question, parce qu'on n'a pas à le définir, c'est pas notre rôle, mais se poser la question sur ça. Et je voudrais bien avoir votre avis sur les défis que posent, je dirais, les questions éthiques à ce niveau, et surtout dans le cinéma. Très bien. Alors, vous imaginez bien que ce sont des questions qui nécessitent un approfondissement et des workshops dédiés à chacune de ces questions-là. Donc, ce que nous faisons ce matin-là, on est à peine, comme disent les Américains, scratch the surface. On est à peine en train de donner des éléments, mais évidemment, chacun de ces points-là devrait pouvoir être approfondi. Ce qui me rassure sincèrement, c'est que la programmation même de cette séance-là et le choix du sujet a été fait par le CCF. Donc, je comprends que la partie institutionnelle de notre pays intègre cette donnée-là aujourd'hui par rapport au futur. Donc, le CCM, qui est un peu le bras armé du gouvernement dans le domaine du cinéma, permettent d'alimenter justement le gouvernement par des choses
qui lui permettent de répondre de façon concrète sur l'amélioration de l'industrie grâce à l'intelligence artificielle, l'organisation du secteur de façon à ce qu'il puisse mieux bénéficier de l'intelligence artificielle et les réflexions sur les questions critiques de propriété intellectuelle, artistique et autres. Le défi artistique, c'est juste ne pas trop compter sur, ou imaginer devoir compter sur l'intelligence artificielle pour vous créer un court-métrage avec un prompt. Parce que ça, c'est très bien, parce que ça permet, par exemple, si on est diffuseur, d'avoir du contenu pour les réseaux sociaux, peut-être, mais pour le monde du cinéma, où on raconte une vraie histoire, où on pose une vraie problématique, où on a un dilemme à intégrer, où on doit véritablement appeler les gens à réfléchir sur un sujet donné, et avec surtout, et très souvent, des nuances culturelles avec des spécificités locales, l'intelligence artificielle, ça en particulier, ne le fera jamais. Parce que ça nécessite une conscience. Une conscience, c'est-à-dire une conscience de soi, dans un environnement, dans un vécu, un passé, des émotions. Ça, ce n'est pas qu'elle. Elle ne pourra que reproduire les choses qu'elle a apprises par le passé. J'ai perdu un peu de fil, pour conclure, parce que je pense que l'assistance aurait peut-être envie de... Mais plutôt les droits d'auteur. Alors, je vais dire. Je ne m'aventurerai pas à aborder ce point-là en 30 secondes parce que c'est vraiment un long sujet. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a un défi artistique pour éviter le maquillant. Parce que justement, si on donne à l'intelligence artificielle de créer des choses, là tout le monde pourra créer à peu près la même chose, ce qui n'est pas ce que vous recherchez. Pour la question de droit d'auteur, il y a aujourd'hui même des réflexions importantes au niveau des grandes institutions internationales, au niveau du Parlement européen, au niveau de différentes instances en tout cas, qui sont toujours en train de se poser la question sur comment véritablement aborder cette question-là. Et donc je pense que si on le fait là tout de suite, on ne fera qu'une version de comptoir. Je n'ai pas rendu compte. Merci. Si tu as une petite intervention avant de finir sur ce niveau et surtout vraiment les questions éthiques, parce que les questions réelles et existentielles, même philosophiques que suscite l'intelligence artificielle, c'est bien l'éthique. Alors, effectivement, il y a tout un travail qui est aujourd'hui en train de se faire sur les sujets de propriété intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est fondamental, parce que déjà, il y a eu des changements. Il faut savoir que la notion de propriété intellectuelle a évolué déjà avec le digital, avec l'émergence d'Internet, etc. Moi, je pense qu'il faut séparer deux sujets. Le sujet de la propriété et le sujet de la rémunération des créateurs. Moi, je pense qu'à terme, la notion de propriété intellectuelle va changer de paradigme et passer de la logique du produit à la logique du concept, de plus en plus. C'est-à-dire que le produit, finalement, il va être généré par une forme de technologie quelle qu'elle soit. Et c'est très difficile, justement, de construire de la propriété sur le produit lui-même. Par contre, comme j'ai dit, il faut réfléchir à la manière avec laquelle on doit rémunérer les créateurs. Et c'est là le vrai sujet. La question ne se pose pas uniquement pour ça se pose pour toutes les industries créatives. Aujourd'hui, on peut faire des livres avec l'IA. Bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus, la tendance est aussi de mentionner, quand l'IA a été utilisée, de mentionner que pour produire ce livre, ou pour produire ce film, ou pour produire ce texte, l'IA a joué un rôle. Donc rien que le fait de le mentionner, c'est une vraie question aujourd'hui, ou c'est une vraie recommandation éthique aujourd'hui qui existe par rapport à ces aspects. Maintenant, au-delà de l'aspect éthique, il y a beaucoup d'autres aspects, enfin au-delà de l'aspect de la propriété intellectuelle, il y a d'autres aspects éthiques qui se posent. Il y a les questions de l'accès à l'information, les deepfakes. Aujourd'hui, on peut faire de la désinformation avec l'IA. Et ça pose des problématiques. Comment on juge le réel? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, dans l'histoire récente, le réel est toujours jugé par la vision. La vision ne sera plus l'élément fondamental pour juger ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est un changement fondamental de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand les États-Unis ont voulu prouver que l'Irak disposait d'armes de destruction massive, elle a produit un deepfake. Bon, déjà, le deepfake existait à l'époque, mais c'était à l'échelle des agences de renseignement, mais elle a produit un deepfake pour prouver qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Aujourd'hui, l'image ne va plus suffire comme preuve du réel.
Parce qu'on ne va plus être capable de distinguer une image qui est complètement générée, une vidéo qui est complètement générée, d'une vidéo qui est réelle. Et même si on va avoir des techniques de détection, mais on aura toujours le même paradigme qu'on a dans le crime et dans d'autres domaines, il y a toujours une sur ce sujet. Alors, il y a d'autres sujets qui sont très importants et il faut en être conscient. Si on fait aborder un sujet qui est relatif aux spécificités culturelles. Aujourd'hui, l'IA pose une problématique de domination culturelle. L'IA a été entraînée d'abord sur une donnée à 70% américaine. Et d'ailleurs, quand on a présenté l'outil Plot en Arabie Saoudite, il y avait des spécificités culturelles qui n'étaient pas prises en compte parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données digitalisées suffisamment importantes avec des scénarios de films ou de la production cinématographique dans la région. Et donc, ça pose une problématique parce que demain, ce qui va être produit, il va être alimenté par un seul point de vue culturel. Et quand je dis point de vue culturel, ce point de vue, il peut être aussi biaisé, il peut être instrumentalisé pour des raisons politiques. Aujourd'hui, si vous posez la question à ChatGPT, est-ce que les Palestiniens ont le droit de se défendre, il va vous dire que c'est compliqué. Posez la question pour n'importe quelle autre nationalité, il va vous dire bien sûr qu'ils ont le droit. Donc, c'est ces biais culturels qui sont importants aussi à combattre, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir notre propre voix et d'avoir une partie, en tout cas, nos propres IA, et qu'on a besoin de créer une autre voix qui est celle de l'Afrique, qui est celle des cultures, on va dire, africaines, peut-être arabes, etc., sur lesquelles on a peut-être la possibilité de... Donc, je voulais juste insister sur ce point. Alors, il y a d'autres points qui sont relatifs à l'IA, et je vais terminer sur un ou deux. Il y a la problématique des données. Aujourd'hui, quand on utilise des outils d'IA, on va alimenter ces outils par de la donnée. Et ça pose des problématiques de protection de données. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de, justement, creuser le fossé entre les gens qui ont aujourd'hui les outils et les autres? En parlant de données, un film marocain, quand il est intégré à l'intérieur d'une base de données d'intelligence artificielle, est-ce que ces droits ou les droits d'auteur sont préservés? Oui, non. Et on passera là. Je voulais faire C'était oui, non, pour donner la parole au public. Parce que moi, on avait prévu 1 heure pour le débat et... donc, pas de réponse, ce sera le public qui va répondre alors. J'ai une question pour dire qu'entre